Bienvenue Sophie Mouchet. Bonjour Pascal. Merci d'être là. Vous êtes présidente d'une association qui porte le nom de celle dont on va parler. Elle s'appelle Hélène Guinepied. Qui est Hélène Guinepied, Sophie Mouchet? Alors Hélène Guinepied est une artiste peintre qui est née au début du XXe siècle et qui en fait a été, pour des raisons assez mystérieuses et qu'on peut en partie expliquer malgré tout, complètement oubliée après sa mort en 1937. Donc ce n'est même pas une artiste méconnue, c'était une artiste inconnue. Oui, complètement. Hein. Je me tourne vers vous. Marilyn, vous connaissiez? Non, j'avoue, mon ignorance. Moi, je ne connaissais pas non plus, hein. Je vais être très honnête. Nicolas non plus, bon, ben, peut-être que vous non plus. Mais par contre, là, vous allez beaucoup mieux la connaître et on va surtout s'intéresser à cette personnalité avant de parler peinture. Parce que, voilà, on n'est pas tous des férus de peinture. C'est quand même une personnalité, c'est ça qui nous a accrochés. Une personnalité très attachée à son territoire, c'est-à-dire à notre territoire, avec une histoire singulière quand même. Racontez-moi en quelques mots. Alors en fait, c'est vrai que Hélène Guinepied, pour son époque, est une femme vraiment assez extraordinaire, puisqu'elle est à la fois artiste peintre, ce qui pour l'époque est une voie qui n'est pas facile à choisir, qui n'est pas forcément bien acceptée par la société. Et elle est également pédagogue et chef d'entreprise, puisque dans les années 20, elle crée simultanément des ateliers d'art appliqué dans lesquels elle fait travailler les jeunes filles des campagnes pour essayer à sa manière de lutter contre l'exode rural. Et elle invente également une méthode de dessin qui va être à l'avant-garde des nouvelles pédagogies. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de nous dire, Sophie. Si j'ai bien compris, vous m'arrêtez. C'est la seule femme de son époque, finalement, on est 19e, début 20e, fin 19e, début 20e, à avoir une triple casquette. Elle était, vous avez dit, artiste, pédagogue et chef d'entreprise. On va commencer par le côté artistique. Il paraît qu'elle est à l'origine de cours de dessin, en tout cas de techniques de dessin qui sont enseignées aujourd'hui dans l'éducation pour nos enfants. Alors c'est l'info ou un tox? Alors ça c'est son côté pédagogue. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai que la méthode qu'elle a inventée est encore enseignée aujourd'hui effectivement. Sous d'autres noms, mais c'est bien sa méthode en fait qui a été reprise. C'est quoi cette méthode? Alors vous voulez dire en quoi quelle est la technique? Simplement parce que vous avez une maman là qui est là, par exemple Marilyn. Vos enfants forcément ont dessiné, pas que sur les murs. Oui, enfin, il barbouille. Il barbouille. Alors bon, c'est pas le barbouillage qu'elle a inventé, pardon. Non, c'était un peu mieux. Non, en fait, ce qui est vraiment très original dans la méthode qu'elle a inventée, c'est que à l'époque, au début des années 1900, l'enseignement du dessin est encore très très rigide, très normé. C'est un enseignement assez technique et qui ne laisse pas du tout de place en fait à l'imagination de l'enfant. Et elle va inventer une méthode dans laquelle l'imagination prime en fait. On va chercher la liberté de l'enfant dans l'expression du dessin pour libérer son imagination. Et ça, c'est vraiment, c'est ce qui caractérise en fait les nouvelles pédagogies, un peu dans ce que fera Montessori, Maria Montessori ou Freinet. D'accord, là on comprend mieux. D'accord, ça c'est le côté artiste. Voilà. Vous disiez pédagogue parce qu'en fait, elle s'est intéressée à nos campagnes. Elle a monté des ateliers villageois. Il paraît qu'elle était très sensible à la population, puis finalement à l'exode rural. Elle était un petit peu en avance sur son temps. Je rappelle qu'on est fin 19e, début 20e, que c'est une femme, qu'elle est chef d'entreprise, qu'elle est artiste, qu'elle est peintre. Ça fait beaucoup quand même. Voilà, alors en fait, elle est elle-même issue d'un milieu très modeste. Ses parents sont des paysans qui sont assez relativement pauvres. Et elle est très sensible à la cause des paysans, des gens des campagnes. Et c'est vrai que dans ces jeunes années, une des grosses problématiques qu'on rencontre dans les campagnes, c'est un phénomène d'exode, puisque les conditions de vie sont très difficiles dans les campagnes et les habitants des campagnes sont tentés en fait de fuir la campagne pour s'installer en ville où on a beaucoup plus de confort, on a l'électricité, on peut mieux se chauffer, l'eau est plus propre. Donc il y a une tentation en fait des gens des campagnes de quitter la campagne pour s'installer en ville, et ce qui pose problème parce que s'il y a plus de paysans dans les campagnes, qui va cultiver la terre pour nourrir en fait la population? Donc ça veut dire qu'elle s'est battue pour des gens à la campagne. C'était pas vraiment une femme de réseau en fait. Alors elle va créer une véritable PME à Saint-Moré dans l'Yonne. Ce sont des ateliers de broderie.
et elle va y faire travailler les jeunes filles des environs de Saint-Mauré, à qui elle va verser un salaire, donc qui sont ses employés, et ce qui les fixe, comme elle le dit elle-même, au pays, en fait. Donc, comme elles ont un travail sur place, elles n'ont plus besoin de... Pour éviter le fameux exode voilà, rural. Exactement. Donc, très en avance. Très en avance. Chef d'entreprise, on l'a dit, artiste, on n'en a pas beaucoup parlé, si ce n'est pour ces ateliers ou cette méthode de pédagogie enseignée aujourd'hui à nos enfants dans nos écoles au XXIe siècle. Si on revient sur ces peintures, on en a vu quelques-unes. J'ai vu beaucoup de bleu. Alors c'était sa couleur, c'est ça? Oui, c'est sa couleur favorite. D'ailleurs, le bleu que vous portez, c'est exactement le bleu. C'était fait exprès, évidemment. Je vais le mettre à côté. Voilà. Regardez. C'est ça. C'est vrai que c'est très marquant. Ouais. Voilà, c'est un bleu de cobalt. C'est vraiment sa couleur fétiche, si je puis dire. Et quand on regarde ses œuvres, il y a toujours ou toujours une petite touche de bleu, toujours un petit peu de bleu. Et c'est vrai que c'est une artiste assez extraordinaire puisque elle fait partie des 100 premières femmes à avoir pu accéder à l'école des Beaux-Arts de Paris, puisque jusqu'en 1897, l'école des Beaux-Arts était interdite aux femmes. Je comprends mieux aussi pourquoi, vous êtes très modeste, le musée d'Orsay s'est intéressé à ce catalogue et a contribué avec vous à faire ce catalogue. Parce que, encore une fois, même si on ne connaît pas Hélène Guimpier comme ça de prime abord, on se dit « Ah oui, quand même, quand on feuillette ». On voit que quand on feuillette le catalogue et quand on découvre l'œuvre d'Hélène Guimpier, on voit tout de suite que c'est une artiste de très grande qualité, que l'œuvre est magnifique et qu'elle mérite vraiment de retrouver sa place dans l'histoire de l'art dont elle a été complètement balayée en fait après sa mort. Et ça, c'est une grande injustice qui lui a été faite. Son lien avec l'impressionnisme, parce que sur certaines œuvres, on sent vraiment cette influence. Et puis là, on part plus, je trouve, sur presque des estampes japonaises. Il y a eu une évolution en fait. Oui, exactement. En fait, dans ses premières années de création, entre 1905 et 1917, elle est très influencée par l'enseignement qu'elle a reçu à l'école des Beaux-Arts et un enseignement plus académique. Donc, elle va peindre en s'inspirant des impressionnistes qui sont plus proches, je dirais, d'elle à ce moment-là. Voilà. Ouais. Et puis, petit à petit, elle va s'ouvrir à d'autres. Elle va avoir des expositions, elle va avoir d'autres artistes à Paris, notamment, puisqu'elle va habiter Paris, elle va avoir des ateliers à Paris, et elle va s'ouvrir à d'autres influences. Et ce qui va amener en fait à une transformation complète de son style à la fin de la Première Guerre mondiale, en fait, vers 1918. Nicolas, l'œil du photographe sur le travail que vous découvrez, comme nous peut-être ce matin, d'Hélène Guimpier. Mais je trouve ça très intéressant parce qu'on est toujours dans dans ce côté très onirique. Et puis c'est vrai que la photographie et la peinture sont finalement associées. Mais je découvre cet artiste, je ne connaissais pas et c'est vraiment très bluffant apparemment. Ouais, mais vous allez